Bienvenue sur Royal Télévision. Je l'aurai le plaisir de vous présenter ce deuxième numéro de Destin en main, une émission sociopolitique présentée par moi, votre humble serviteur, Divin qui s'y soit. Et je m'en vais encore une fois de plus remercier le pasteur Dieu merci Mutombo pour l'attention qu'il ne cesse de nous apporter. Et pourquoi pas un clin d'œil à mon équipe technique qui ne cesse de m'accompagner tout au long de cette émission. Très chers téléspectateurs, je ne serai pas seul au cours de cette émission. Je l'aurai le plaisir de vous annoncer que je serai bel et bien accompagné d'un acteur politique renommé de notre pays. Il s'agit là de M. Michel Mangala, qui est président de l'éveil populaire, en même temps aussi communicateur de Lamouka. Sans plus tarder, je m'en vais me joindre à lui pour lui dire bienvenue. Merci au très cher journaliste Davin. Oui. Pour moi, c'est un réel plaisir de participer dans ton émission. Oui. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer l'initiateur de ces chaînes, le pasteur. Dieu merci Mutombo. Merci Mutombo. Ok. Je vois qu'il a une très bonne chaîne et je l'encourage. Et surtout, je voudrais aussi remercier les Congolais qui vont nous suivre à ce moment. Parce que nous devons tous focaliser nos pensées à ce qui se passe dans notre pays. Le pays va mal. Et le pays, pour être sauvé, ce pays a besoin de tout le monde. Et c'est le fils et les filles de ce pays qui devaient sauver ce pays. Merci pour ton invitation. Moi, je suis très ému et très heureux de vous avoir sur ce beau plateau de Destin en main. Parce que j'aimerais un tout petit peu rappeler nos divers téléspectateurs, vous êtes quelqu'un qui est vraiment origine de la politique. Donc vous portez le sceau de cette politique-là. Vous m'avez encadré en sciences politiques. Aujourd'hui, j'anime une émission politique. Certainement, vous allez essayer de constater, si je serai à la hauteur, de transmettre ce que vous nous avez apporté théoriquement. Merci. Le réel plaisir est toujours renouvelé pour nous. Sans plus tarder, j'aimerais un tout petit peu que vous puissiez nous parler sur votre parti politique, EP, Éveil populaire, et qu'est-ce qui vous a motivé de vous joindre à Lamouka? Non, comme vous entendez, Éveil populaire, la motivation est d'éveiller les gens. Parce que nous voulons avoir un Congo digne, développé, un Congo respectueux, que d'autres pays peuvent nous respecter et nous honorer. Vous savez que depuis les élections de 2006-2011, le pays comme ça fonctionnait, on a tant crié sur l'évolution de notre pays et les choses ne marchaient pas. Et nous avons constaté que si le Congo ne marchait pas, parce que notre pays et notre peuple plutôt n'est pas informé. Notre peuple ne savent pas ce qui se passe. Le réel problème, notre peuple ne savent pas. Alors, nous qui côtoyons d'autres politiques, nous qui faisons la politique, nous avons l'information. Alors, cherchons maintenant à informer cette population-là pour que, s'ils sont informés, ils deviendront éveillés. Et personne ne peut les tromper. Voilà la motivation. C'est depuis 2016 que nous avons commencé avec cette initiative. Et ça fait que le leader de la MOCA, quand ils se sont réunis au niveau, comment dirais-je, en Suisse. Oui, à Genève. À Genève. Oui. J'étais surpris d'entendre qu'ils ont créé un mouvement qui s'appelait Lamouka. Et moi, je me suis dit, mais nous sommes dans les bons, c'est que nous sommes dans l'avance des réflexions. Et pourtant, notre organisation s'appelait Éveil populaire. Et souvent, nous avons l'habitude d'appeler ça Lingala. Bolamouki Yabaï et Kolo. Nous préférons parler ça Lingala. Bolamouki Yabaï et Kolo. Donc, notre peuple, il faut Balamouka, il devait être éveillé. Si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne sommes pas informés, je crois que
les ennemis de ces pays peuvent profiter pour faire des choses autrement. Avec la réalité de ce que nous décrions tous les jours ici, de la balkanisation, que le pays de l'Est, accompagné d'une partie de la communauté internationale. C'est dans les programmes de l'émission, ne vous en faites pas. C'est parmi les sujets que nous avons alignés. Nous aurons à parler de ça aussi. Donc je voudrais parler de la motivation. Oui, tu vois comment on cherche à balkaniser notre peuple. Allez-y. Donc, plutôt notre pays. Ok. Donc, il faut que notre peuple commence à comprendre le fait et geste, le langage dont les hommes politiques ont toujours l'habitude d'employer. Parce que dans les langages, il y a un langage codé. N'est-ce pas? Alors, il faut commencer à détecter ces langages codés pour éveiller notre peuple afin que nous soyons prudents. Mais donc, cela ne pourra pas vous surprendre. Pour essayer un peu de faire entendre votre voix de partout en République démocratique du Congo, moi je vous suggérerais aussi de faire une descente. Allez-y à l'est du pays. Ça dit que non, partagez au moins cette difficulté qu'il y a avec nos compatriotes de l'Est du pays. Parce que quand vous le faites qu'en RDC, précisément dans la capitale, Kinshasa, c'est vraiment pas assez étendre votre voix. Moi, j'aurais souhaité que vous descendiez, mais sans plus tarder, je sais que vous allez aborder cela au cours de l'émission. Mais moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de la situation politique, de la situation sécuritaire, et pourquoi pas aussi de l'actualité qu'il y a avec la participation de notre chef de l'État aux Nations Unies, on commence à dire à l'Assemblée Générale, voire même l'émission que M. Fayulu a pu accorder aux journalistes, à notre aîné de ce métier, M. Mario Soumonga, et tant d'autres sujets. J'aimerais au moins avoir votre aperçu par rapport à ce que les confessions religieuses sont en train de prévaloir à ce jour. Nous avons pu constater depuis un bon moment, ils ont entamé des consultations avec des divers partis politiques. Nous leur avons vu avec M. Fayulu, M. Mouzito, le secrétaire permanent du coma du PPRD, M. Emmanuel Chadari. Et ce n'est plus pour longtemps avec M. Lissanga Bonganga. C'était à peu près hier, si je ne m'abuse pas. Et ils étaient avec M. Lissanga Bonganga. Certainement, vous avez pris part à ces assises. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Oui, je crois que j'ai eu cette chance-là de participer à cette rencontre-là avec le chef de confession religieuse. Le chef de confession religieuse, oui. Et, ce qui est important, ce qui est important que nous devons retenir, parce qu'ils ont voulu aussi nous écouter, parce que dans leur esprit, ils veulent que nous puissions avoir des élections crédibles. Et ils sont en train de marcher pour chercher à parler avec les acteurs politiques. Et aussi de nous écouter quelle est notre pensée, qu'est-ce que nous voulons. Je crois que lors de cette rencontre, Monsieur l'Excellence Lissanga Bonganga, qui est le candidat présidentiel. Déjà désigné par son parti? Oui, désigné par son parti. Ok. Il est le candidat aux élections de 2023. Il a dit auprès de chefs de confession religieuse, parce que souvent, elles aussi s'en prennent à nous, que les politiques ne parviennent pas à s'entendre. Et nous avons, M. Lissanga a demandé aux chefs de confession religieuse qu'eux aussi parviennent à s'entendre. N'est-ce pas? Parce qu'eux, ils sont de pères spirituels. Ils devaient nous montrer l'exemple, n'est-ce pas, de l'union, l'amour. C'est pourquoi le candidat Lissanga a demandé au chef de confession religieuse de s'entendre entre eux. Parce que n'oubliez pas qu'entre l'Église catholique, ECC, et les autres, donc l'Église de Réveil, Kimbangu, ainsi de suite, ils se sont séparés. Alors l'Église catholique et ECC sont partis, ils ont quitté la cible. Alors, par l'amour, Lissanga, en tant que chrétien, a demandé cette réconciliation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a fait voir au chef des confessions religieuses que
plutôt concernant la question de la CENI, et il faut qu'on puisse revoir le membre du bureau de la CENI. Vous savez que pour que ces gens-là qui sont à la CENI aujourd'hui, pour qu'ils soient là, et il y a eu cette divergence entre eux, et ils sont là par la force. Et un bon nombre de Congolais et l'Église catholique, voire même l'Église SCC, ne sont pas d'accord avec ceux qui sont au niveau de la CENI, au bureau de la CENI. Alors il faut revoir cette situation de la CENI. Mes chers communicateurs, le train est déjà en marche. Nous nous approchons déjà vers les élections, raison pour laquelle s'il faudrait demander à ce que la CENI puisse revoir ses animateurs, en quelque sorte, c'est remettre encore les choses à l'initiale, alors qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train d'avancer. J'en arrive, permettez. Donc, à votre humble avis, êtes-vous convaincu qu'il y aura bel et bien élection en 2023? S'il y aura élection, quelles sont les motivations auxquelles vous allez vous présenter avec? Et s'il n'y aura pas élection, comment serait votre position? Non, ne parlons pas encore de nos stratégies, hein, parce que nous avons des stratégies, on ne peut pas exhiber ça devant nous. Mais le fait de demander déjà à la CENI de revoir ses animateurs, c'est déjà une des stratégies livrées. Ce qui est important, c'est oui, que vous avez déjà dévoilé. Ce qui est important, c'est oui. Parce que nous ne devons pas aller aux élections si il n'y a pas un entendement. Parce que la question des élections, la problématique des élections, les élections n'est pas un bien privé d'un individu, où on fait élection parce que quelqu'un veut avec ses propres gueux. C'est bien de faire ces allégations, mais vous allez encore une fois de plus vous rappeler, en 2018, c'était les mêmes problématiques avec la machine à voter, vous étiez contre, finalement, vous avez approuvé, vous êtes allé avec la machine à voter. Et aujourd'hui, M. Fayoul est en train de réclamer encore une fois de plus son impérium. Où allons-nous avec ces problèmes des élections? À quand prendront au sérieux? Je vous réponds, monsieur le journaliste. Je vous en prie, vous avez la parole. Je vous remets la parole. Je voulais dire que la res publica, oui. La res publica, ce n'est pas l'affaire d'un individu ou la volonté d'un parti politique. La question des élections, ce n'est pas la volonté d'un parti politique ou d'un individu. La res publica ou la question des élections, c'est la volonté de tout le monde. Parce que c'est un bien de tout le monde. Donc, pour que nous puissions aller aux élections, nous devons tous se mettre d'accord. C'est pourquoi vous avez vu Lissanga Bunganga dit au chef de confession religieuse, qu'impérativement, il faut un dialogue, il faut s'entendre pour peser des esprits. Sinon, ça sera la routine. Ça, c'est vraiment sa spécificité de M. Lissanga Bunganga. Il est vraiment expert en matière de dialogue. Il est expert en matière de dialogue. Et raison pour laquelle je vous ai posé cette question, au cas où il n'y a pas d'élection, certainement Lissanga s'affichera encore pour nous amener encore au dialogue. Et là, on va encore partager les postes. Je vous en prie. Vous avez encore une fois de plus la parole. Vous avez la parole, parce que le peuple-là a besoin d'entendre ce que nous voulons dire. Avec plaisir. Ici, je t'ai dit que la question des élections, c'est propre aux Congolais dans son ensemble. Oui. Parce que on appelle les Congolais le souverain primaire. N'est-ce pas? Oui. Ce sont des souverains. Le peuple a avec lui ce mandat-là de donner à quelqu'un à gérer, à lier les places de ce peuple. N'est-ce pas? Oui. C'est le souverain. Alors, vous ne pouvez pas amener un souverain dans votre logique comme vous voulez. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut se mettre d'accord autour de cette question. Je vous parle de la question électorale. N'est-ce pas? Oui. Pour que nous puissions avoir des élections crédibles, apaisées. N'est-ce pas? Transparente. Transparente. Et à ce moment-là, si, par exemple, quelqu'un devient président de la République, d'autres auront l'obligation de reconnaître que non, il y a le souverain a voté
tel monsieur. Mais même maintenant, si en amont, vous ne parvenez pas à se mettre d'accord sur cette question électorale, et on va aux élections, même si vous, Davin, vous êtes candidat de la présidente de la République, et que ce souverain-là vous donne confiance, est-ce que les autres vont vous reconnaître? Non. C'est ce que nous avons vécu en 2006. Et en 2011 aussi. Et, en 2011, et ça s'est répété encore en 2018. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons honorer notre peuple, honorer ce pays, diriger autrement, faire les choses autrement. Oui. Mais le pouvoir en place veut nous amener dans des pratiques anciennes. Ce que nous sommes en train de décrier. Ce qui gère aujourd'hui, nous avons décrié ensemble ce comportement avec eux. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils vont faire la routine. Ils cherchent à faire la routine. Cherchent à faire la même chose que le régime est passé. Espérons... Nous disons non, respectons notre peuple. Okay. Aimons ce pays. Travaillons pour le développement de ces pays, non pour le conflit. Parce que il y a des gens qui profitent au conflit des Congolais pour s'enrichir. Il y a des pays qui profitent dans ce conflit-là pour exploiter nos minéraux. Et nous, les gens intègres, les intellectuels d'aujourd'hui, là c'est vous qui les nous voulons que les pays soient dirigés autrement, dans les bons, pour l'intérêt de notre peuple. Et pour mieux diriger, il faut d'abord se mettre d'accord, n'est-ce pas? Je dis bien en amont sur la question électorale, parce que c'est là où qui vient tous les désordres. C'est là où que les ennemis de ce pays profitent pour nous avoir et cherchent à nous diviser, cherchent à nous séparer pour profiter de notre pays. C'est bien compris, M. Michel Mangala. Certainement, espérons que vous allez bel et bien vous entendre par rapport à tous ces points que vous venez de nous énumérer ici. J'aimerais, sans plus tarder, parlons maintenant je voudrais encore dire un mot de ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Pour que les choses changent, oui, c'est avec l'accompagnement de notre peuple. Si le peuple se désolidarise, n'est-ce pas, avec ce que nous disons, de trouver un consensus autour de ça, n'est-ce pas? Donc, nous-mêmes, population, nous pouvons dire que nous cherchons notre malheur, notre souffrance. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour chercher le pouvoir, rien que pour le pouvoir, pour les intérêts personnels. Mais ce que nous cherchons, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ce que nous disons, pour l'intérêt général. Je me répète encore une fois de plus, M. Mangala, espérons que vous allez bel et bien vous attendre pour que ce processus aille au bon train. Merci. Parlons maintenant du discours de notre actuel chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa énième participation à l'Assemblée générale des Nations Unies. Comment d'abord avez-vous décrispé son discours? Est-il un discours plainte ou un discours de piste de solution? Non, le discours de M. Félix Antoine Tshisekedi aux Nations Unies, c'est un discours plaintif, n'est-ce pas? À quel sens? Dans quel sens? J'arrive. Vas-y. Il a essayé de brosser la situation de tout ce qui se passe. Mais il oublie que en relation internationale, ce ne sont pas de bonnes intentions qui vont faire que les gens vous écoutent. Vous le savez, en relation internationale, c'est le rapport de force. Si vous suivez son discours, il a brossé, il a démontré la situation, que ce qui nous agresse. Mais il n'y a nulle part, n'est-ce pas? Il a pris un ton ferme. Mais il a parlé de l'état des relations qu'il y a actuellement entre la RDC et la République du Rwanda. La manière qu'il a parlé, oui, ça n'effraie quelqu'un. N'est-ce pas? Ça n'effraie quelqu'un.
C'était l'occasion pour M. Félix Antoine Tshisekedi pour lancer un ton fort, pour faire perdre, montrer l'élément de force que la République démocratique du Congo est déterminée pour sauver son territoire. Mais M. Félix Antoine Tshisekedi a eu l'occasion à ce moment-là. Il devait décider de rompre même la diplomatie avec le Rwanda. Les relations diplomatiques. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous connaissez le discours du président Mobutu, oui. Aux années 74. Voilà. Qu'elle a rompu les relations diplomatiques avec Israël. Okay. Il a pris un ton ferme. C'était l'occasion pour Félix de rompre cette relation diplomatique. C'était l'occasion pour Félix de demander même l'exhibition des rapports mapping. N'est-ce pas? De demander même, comment dirais-je, le tribunal pénal international ici à notre pays pour juger le massacre qui s'est passé en République démocratique du Congo. N'oubliez pas, vers les années 98, le massacre de Makobola. Mais c'est vrai qu'il a manqué cette occasion. Tant bien il a dénoncé ce qui nous agresse, quand même il a parlé du Rwanda qui nous agresse. Mais regardez, comment les gens vont vous prendre au sérieux, M. Davin? Vous dites, vous annoncez que c'est le Rwanda qui nous agresse, vous avez dit tout ce que vous avez dit. Et après quelques minutes, on vous voit sourire avec celui qui vous agresse, l'agresseur. Non, mais c'était sur médiation du président français, M. Macron. C'était sur médiation. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, il était même là parmi eux. S'il vous plaît, M. Davin. Une partie de la communauté internationale avait demandé au président ukrainien Vladimir pour rencontrer son homologue russe, Poutine. Zelensky voudrait rencontrer... Non, une partie de la communauté internationale qui avait demandé à Zelensky de rencontrer le président russe pour qu'on puisse dialoguer. Ok. N'est-ce pas? Il avait refusé certainement. Mais vous savez qu'est-ce que Zelensky avait dit? Oui. Il a dit que ce n'est pas encore le moment. Croyez-vous qu'aujourd'hui, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, croyez-vous que vous allez voir aujourd'hui là, Zelensky sourire avec Poutine. Croyez-vous que la femme de Zelensky va aller embrasser ou se mettre sur une même table en train de prendre du vin avec la femme de Poutine? Ce que nous avons vu, Madame Nyakero et Madame de cet assassin-là. Non, mais ne faites pas le procès d'intention. Ils ne sont pas des ennemis quand même. S'il vous plaît, il n'y a pas de question des ennemis. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui est à la base de tuer les Congolais. Les gens que vous avez vus là, ils ont deux casquettes. Dans votre pays, les gens que vous avez vus là, ils ont deux casquettes. Vous ne parvenez pas à avoir avec vous, n'est-ce pas, avec vos mains, le moyen de diriger la République. Parce qu'à l'Est, on vous met mal à l'aise, on tue les Congolais. Et vous dénoncez ce monsieur-là, voici le monsieur qui tue nos compatriotes. Et en même temps, on vous voit sourire, embrasser et dialoguer, prendre du whisky ou soit du vin. Mais quelle image que vous donnez? Est-ce que les gens vont vous prendre au sérieux? Mais M. Mangala, vous êtes politique par essence, vous êtes politicien par essence. J'aimerais vous rappeler une chose, les deux personnalités, le fait de se retrouver, ils ont des casquettes. Ils sont en même temps institutions, en même temps individus. Peut-être qu'à ce stade-là, ils se sont rencontrés comme des individus pour parler un peu de la situation qui gangrène les deux États. Et encore une fois, le chef d'État l'a si bien brossé lors de son passage aux tribunes des Nations Unies, que la guerre là date de 20 ans avant, et lui il n'est venu que trouver cela, et en même temps, il fait des efforts pour lui afin d'éradiquer cette guerre-là. Parlons maintenant de l'émission... Attendez, s'il vous plaît, c'est important ce que tu viens de dire. Il faut savoir ceci. Oui. Il n'a pas hérité
c'est la continuité des affaires de l'État. N'est-ce pas? Voilà. L'État n'est pas son bien, mais c'est le bien de tout le monde. N'est-ce pas? Oui. S'il décide mal, il décide contre l'ensemble de notre pays. C'est pourquoi il faut faire les choses bien. J'ai parlé, vous avez dit encore ici, ils ne sont pas des ennemis. N'est-ce pas? Oui. Mais attention, attention, attention. Quelqu'un qui cherche à tuer tes frères, ce n'est pas ton ennemi. Ton frère là, ton frère, quelqu'un vient pour le tuer. Quelqu'un vient pour tuer ta mère, ton père, ta famille. Monsieur Mangala, vous avez évoqué la question sur les relations internationales. En relations internationales, on ne dit pas d'action, pas d'intérêt. Dans les États, on dit tout simplement, les États n'ont rien d'autre à faire, ils n'ont que des intérêts à sauvegarder et à promouvoir. Et il ne faut pas aussi ignorer la seule chose. Si la guerre là qui se fait, c'est-à-dire à l'est du pays, M. Greenwich a défini la guerre comme étant la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, le fait que les richesses sont réparties inéquitablement sur la surface du globe, les relations entre les États ne peuvent être que conflictuelles. Raison pour laquelle il y a conflit à l'est de notre pays. Toi-même, tu dis voilà, ça. Il faut l'assumer, papa, il faut l'assumer. Le fait que nos richesses sont réparties inéquitablement sur la surface du globe, les relations ne peuvent être conflictuelles. Ce n'est pas le bien d'un État rwandais. Comment on peut chercher à vous imposer, toi aussi, vous dites des choses pareilles? Est-ce que nous, là, voyons qu'on peut aller dire aux Américains que vous devez partager vos richesses avec le Kiba? Nous sommes un État du tiers-monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous sommes un État du tiers-monde. On n'a pas encore atteint la dimension internationale. Le leadership, le règlement, l'influence, les choses comme ça. Je vous laisse continuer, je vous en prie. Tu me poses une question, laisse-moi. Avec plaisir, vous êtes à l'aise. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Ces gens-là ne vous prennent pas au sérieux. Et c'est M. Bouterette. Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies. Le jeu de la communauté internationale, le jeu de ceux qui font que la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, soit dominée par le Rwanda. Dans les États des Nations Unies, le fait de ne pas avoir déshabillé les M23 dont vous les taxez maintenant aujourd'hui de tout le monde. Mais le chef d'État lui a aussi rencontré aux Nations Unies. Laissez-moi d'abord terminer. Je vous en prie, vous avez la parole. Le débat est tellement riche, raison pour laquelle je dois aussi... Toi, tu me poses des questions. Si tu deviens mot contradicteur, dis-moi comme ça. Je ne saurais le faire avec vous. Je ne saurais le faire. Alors, laissez-moi, tu me poses la question. Je vous en prie. Ok, revenons à notre entrevue avec plaisir. Ok. Je disais ceci. Le secrétaire des Nations Unies, c'est là où que vous étiez arrêté. Voilà, tu m'as même fait perdre le cheminement d'idées. Je vous reviens à ces fils. Je voulais dire tout simplement que le secrétaire d'État, le secrétaire des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies. Oui, M. Antonio Guterres. Oui. Ce qu'il a dit, oui. Mais c'est vous insulter. C'est flagrant. Il ne vous considère pas, n'est-ce pas? Oui. Pour que les FDLR viennent en République démocratique du Congo, c'était l'imposition des Nations Unies, de ces pays, de ces pays de l'Occident, qui ont imposé Mobutu pour que ces gens-là viennent ici. Mais aujourd'hui, ils s'élèvent pour dire que les Nations Unies n'ont pas des solutions. Il faut que... ça, nous avons déjà entendu ça avec Sarkozy. Quand Sarkozy disait que non, pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, il faut que la République démocratique du Congo partage ses ressources avec ses voisins. Mais non. Donc, il voulait dire que la France doit partager ses ressources avec la Belgique, avec l'Italie, et ainsi de suite. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, mais c'est Félix Tshisekedi, je disais qu'il a manqué cette occasion pour donner un ton fort, un ton qu'on devait nous respecter,
un ton qui pouvait faire peur à ces gens-là, pour que lors des négociations, nous puissions aller dans un état fort, non dans un esprit de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, on peut imposer à M. Félix Antoine Tshisekedi, n'est-ce pas, de partager nos richesses avec le Rwanda. Chose inadmissible. Chose que nous ne pouvons jamais accepter. N'est-ce pas? Alors, Guterres vient vous dire tout ce qu'il a dit là. Mais j'étais estomaqué quand Guterres établit le M23 comme une armée officielle. Est-ce qu'il peut vous dire quel est ce pays-là que le M23 est devenu l'armée de ce pays-là? Parce qu'il est dit qu'ils ont même l'arme plus efficace que les Nations Unies. Mais c'est grave. C'est grave. Au-delà de se plaindre, nous devons maintenant nous prendre en charge. Là, maintenant, nous revenons aux propos du président Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il disait que non, prenez-vous en charge. Quand les Nations Unies nous vomissent de la sorte, il suffit que la République du Congo maintenant se prenne en charge. Tout cela va être éradiqué dans un bref délai. Voire même l'ancien secrétaire d'État américain aussi, je me rappelle bien, non, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, le nom m'a échappé, c'était Herman Cohen. Il a même dit, il avait tweeté en disant que non, Herman Cohen, voilà, ancien secrétaire d'État américain. Il avait si bien tweeté en disant que non, la République démocratique du Congo ne peut jamais compter sur d'autres forces armées. Effectivement. Il n'a qu'à redorer donc une belle image de son propre armée. Moi, je l'ai toujours dit, un pays, pour qu'il puisse se développer, il n'a qu'à passer par ses carrés. Tout au préalable, il doit avoir une très très bonne armée. Et il doit mettre sur pied une diplomatie efficace. Et de l'autre côté, il doit avoir un service de renseignement avéré. Et finalement, établir son économie et les mettre sur la scène internationale au profit de son propre État. Mais nous, on a du mal même de respecter ces grands carrés-là. Comment est-ce que notre pays pourra décoller ou développer ou se prendre au sérieux par rapport aux investisseurs ou aux expatriés? Le chef de l'État actuel a beaucoup démarché à son avènement au pouvoir en allant et solliciter pas mal des entrepreneurs. Mais jusqu'ici, il n'y a aucun entrepreneur qui est dans notre pays. Donc, vous comprendrez ici avec nous, avec ces éminents téléspectateurs, que notre pays a un sérieux problème. Raison pour laquelle votre président de la Mouka auquel vous faisiez alliance, au jour d'aujourd'hui, il a si bien brossé lors de son interview avec notre ancien, si pas notre aîné, dans ce métier, M. Mario Sumunga, il a si bien dit. Lui également aussi, il a condamné les discours qu'a tenu le président Tshisekedi. Mais on lui a posé la question, si demain vous devenez chef de l'État, qu'est-ce que vous allez faire pour ces pays? Et surtout pour la situation qui ne cesse de gangréner l'Est de notre pays. Il a redit la même chose, un État de droit, une armée efficace, etc., pour assurer l'intégrité du territoire. Mais tout ça, ce sont des discours déjà entendus. Voilà. À qui maintenant ferions-nous confiance? Parce que M. Fayoulou a été avec M. Tshisekedi dans l'opposition. Aujourd'hui, Tshisekedi est aux affaires. Dans la même personne, il est aujourd'hui critiqué. Rien maintenant ne nous empêche aussi de dire que demain, si Fayoulou aussi accédait à la magistrature suprême, sera également critiqué. Il ne faut pas oublier que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Dans ces pays, si nous continuons toujours à se lamenter, si pas à donner des aveux, on ne saura rien faire. Il faut s'assumer. Réaction. Très long. Très long. Il y a beaucoup de choses que tu as dit, ça m'a échappé. Je compte sur votre expertise, vous saurez ramasser le tout. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Oui. Il y a des choses qui m'ont intéressé. Quand tu poses la question, comment pouvons-nous faire pour développer ces pays, pour sortir dans tout ce que nous sommes en train de vivre? C'est la question mère. C'est intéressant. Oui. La deuxième des choses, est-ce que M. Fayoulou ne fera pas la même chose comme les autres aussi ont fait? En rapport avec la question que Marius, que je salue, l'avait posée. Comment il peut faire pour développer ces pays? Oui. Ce sont des choses importantes. Mais et vous avez ajouté, et ça ne sera pas la routine. Tout part,
M. Daver, à avoir des bons dirigeants. N'est-ce pas? Comment faire? La première des choses, nous devons avoir les dirigeants qui sont réellement dirigeants. N'est-ce pas? Oui. Quand je dis réellement dirigeants, c'est-à-dire avoir une leadership avisée, une leadership déterminante. N'est-ce pas? Si nous n'avons pas cette leadership fort, n'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons faire, ça va tomber dans l'eau. Comme exemple, vous avez échangé avec, vous avez dénoncé les choses sur le plateau de Tribune des Nations Unies, vous avez condamné un pays, n'est-ce pas, qui vous agresse, mais après, on vous voit en train d'être souri. Ce n'est pas un leadership fort. Les autres ne vous craindront jamais. Les autres vont vous prendre comme des aventuriers. N'est-ce pas? Comment un pays vous dénonce quelque chose? Un pays qui vous agresse. Et vous avez l'attitude de rencontrer ces messieurs facilement comme ça. Si nous avons un leadership fort, cette leadership va instaurer réellement l'état des droits. C'est qu'il faut le faire, monsieur. Parce que nous ne devons pas rester dans des énoncés, n'est-ce pas, sur des théories. Ce que nous disons devait être pratique, pragmatique, que les gens vivent. Pouvez-vous dire que dans notre pays, il y a l'état des droits? L'état des droits pour les uns et pour les autres, il n'y a pas d'état des droits. Et c'est ça que vous allez appeler l'état des droits. Le fait que nous sommes en train de vivre ici dans notre pays, ce n'est pas hier. Donc, l'état des droits n'existe pas encore. Il faut avoir des institutions légitimes. Et ces institutions seront au service de la nation. Et ils seront maintenant à mesure à prendre des décisions fortes qui vont amener la dignité et le respect de votre pays, l'honneur de votre peuple. Monsieur Michel Mangala, la régie me signale qu'il nous reste 10 minutes. J'aimerais que vous puissiez ajouter à ce titre les fameux dénoncements de M. Fayoulou lorsqu'il dénonce que les députés nationaux touchent 21 000 $. J'ai aimé la manière dont il a essayé un peu de les décrire lors de son émission dans VOA Afrique, en disant que non, ces 21 000 $ n'est pas donné du coup comme ça. C'est passé au-dessus de 3 rubriques. Je cite, je répète ce qu'il a dit pour ne pas diffamer les propos d'un tel leader de l'opposition, M. Fayoulou. Il a dit ceci au préalable, c'est les émoluments. Ça passe d'abord par les émoluments, la sommation des émoluments des députés. Deuxièmement, il a parlé des primes et diverses. Et finalement, il parle des réserves parlementaires. C'est 3 tableaux dressés par M. Fayoulou qui englobent exactement ces montants-là de 21 000. Êtes-vous convaincu ou vous pouvez avoir un mot juste aussi ajouté à ce titre? Mais c'est vrai. C'est la réalité. C'est ce que le président Fayoulou a demandé. C'est simple. Personne jusqu'à aujourd'hui a répondu à la question du président légitimement élu Martin Fayoulou. Il a dit quand il demande qu'on puisse se mettre à la place publique, n'est-ce pas? Le salaire, c'est qu'on appelle émolument oui, pour les députés. Pour oui. les députés. N'est-ce pas? C'est qu'un député gagne. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais certains députés ont brandi leur bulletin de paie. Non, mais là, c'est mentionné 15 millions de francs congolais. Si on les déduit en dollars, c'est dans des 7 millions. Le président Fayoulou, si vous voyez le message adressé à la nation, il a parlé de la rémunération. J'ai les textes avec moi. Il parle de la rémunération. La rémunération englobe tout ça que vous venez de citer, émoluments,
primes, et puis réserve parlementaire. Oui. Il n'a même pas fait allusion. Il n'a même pas fait allusion aux invisibles. Parce que s'il faisait allusion aux invisibles, on pouvait atteindre même le 23-24 millions. Vous comprenez, monsieur David? Pourquoi on ne veut pas mettre à la place publique, démontrer aux gens ce qu'un député gagne? N'est-ce pas? Oui. Le président Fayoulou a dit, si on nous a fait entendre ici patrouille financière, comment on appelle ça encore, contrôle a posteriori, oui, concomitant, ainsi de suite. Où sont ces services pour aller enquêter et dire au peuple congolais ce qui se passe? Vous savez, cette question nous amène à connaître tout ce que les chefs des institutions gagnent. Je vais te dire encore une chose. Vous savez que l'Assemblée nationale, il y a un montant qu'on donne à l'Assemblée nationale. Comme budget. Gardé par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Un fonds de la recherche. Un fonds de recherche, oui. Voilà. Mbosso va faire des recherches où? C'est des millions. Je vous dis, c'est des millions. Il va faire des recherches où? Tandis que la recherche scientifique est là. Qu'on pouvait prendre cet argent, donner ça à la recherche scientifique pour promouvoir la recherche en République démocratique du Congo. Mais on tue la recherche scientifique pour donner un budget de 0,01%. Mais on prend des millions, on donne en Mbosso. Mais écoutez, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Mbosso mène des recherches où? Donc cet argent-là, on bouffe ça comme ça. Ça part comme ça. Et personne ne peut justifier. Espérons voir M. Fayoulou à la tête du pays. Il va revoir tout ça. Je vous dis que si Fayoulou, oui. Si Fayoulou, aujourd'hui, oui, au pouvoir, tout va changer. Si Lissanga Bonganga, aujourd'hui, au pouvoir, je parle le temps de la Mouka, oui, croyez-moi, il y aura un changement. Il y aura changement dans ce pays. Je vous dis. Parce qu'il y a des gens qui ont cheminé avec Papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme, qui comprennent mieux l'idéologie de Papa Etienne Tshisekedi, qui comprennent l'esprit de peuple d'abord. N'est-ce pas? Mais son fils biologique n'a pas pu. Non, ne poussez pas de dire les choses. Quand on combattait ici, quand on faisait des marches ici, il était en Belgique, en train de prendre son pizza, prendre du vin, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont eu des gaz dans ce pays, qui ont resté avec Papa Etienne Tshisekedi, qui ont compris l'esprit qui incarnait ce Papa Etienne Tshisekedi. Mais regardez, la majorité des gens qui étaient près de Papa Etienne Tshisekedi, ils ne sont plus avec Félix. Ils sont... Et Félix les a mis loin d'eux. Là, ce sont des guerres d'intérêt. Ça, ce sont des guerres d'intérêt. Ça, ce sont des guerres d'intérêt sur le plan interne. Vous voyez que le régime de M. Félix Tshisekedi a certaines difficultés pour s'en sortir. Parce que ce que M. Félix Tshisekedi est en train de faire, oui, si c'était Papa Etienne Tshisekedi, je ne pense pas que tout ça devait se faire. Il ne faut pas ignorer que l'homme demeure éternellement limité. Donc nous avons aussi accordé cette chance-là à son fils, mais il n'a pas pu assurer. Si pareil c'était aussi son père, on aurait toujours des allégations à lui coller à la peau. Permettez-moi de vous poser cette question. Nous avons si bien vu à la présidence un des secrétaires spéciaux en matière de stratégie, M. Vidi Echimanga, auquel il a été attrapé main dans les sacs,
Au jour d'aujourd'hui, je vous informe qu'hier, il a été instruit sur son dossier et le procureur s'est décidé qu'il soit automatiquement amené à Makala. Et je n'arrive pas à comprendre de quel genre de justice que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre pays. Monsieur Vidi a démissionné par rapport à ce qui lui est collé à la peau en ce qui concerne les manœuvres sur pas mal de contacts qu'il a pu entreprendre avec des entrepreneurs, des divers entrepreneurs. Mais moi, je retiens uniquement seulement les propos que Vidi avait si bien dit. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à M. Vidi, M. Vidi a dit ceci. Je le cite. M. Félix Antoine Tshisekedi, avant de devenir chef de l'État, il s'est retrouvé avec ses amis et tant d'autres pour parler sur le projet du pays. En parlant sur cet État, M. Tshisekedi n'avait pas assez de moyens pour organiser sa campagne. M. Vidi fait partie de ces gens-là qui ont mis les moyens pour les campagnes, si pas la campagne organisée par M. Félix Tshisekedi pour le compte de la magistrature suprême. Et en partie, M. Tshisekedi leur avait garanti ceci, une fois que nous sommes au pouvoir, chacun de vous devra se retrouver et tout ce qu'il a mis comme contribution, il va devoir les récupérer. C'est peut-être l'une des raisons qui a essayé un peu d'attribuer assez de pouvoir à M. Vidi et Chimanga, une fois que Tshisekedi a été plébiscité chef de l'État, et Tshisekedi le nomme, permettez-moi de le dire, Tshisekedi, mais c'est notre président de la République, quand le président Tshisekedi le nomme au titre de conseiller spécial en matière de stratégie pour la République démocratique du Congo, il ne pouvait que soit abusé, surtout de l'annonce que M. Tshisekedi lui avait faite. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est bien bon de condamner M. Vidi, mais il faut aussi reprocher à M. Tshisekedi la manière dont il a essayé de tourner, comment dirais-je, sa façon de faire surtout pour s'amener au jour de la tête du pays. C'est quoi votre réaction par rapport à cela? Oui, et parlez beaucoup plus aussi de la justice. Pourquoi? Parce que le procureur, ce qu'il a fait là est vraiment évident ou pas? Oui, vous posez des questions, vous répondez et vous reposez encore des questions. Il y a des réponses que vous-même vous répondez. Habituez-vous avec la liturgie. Donc, il y a ceci. Épargnez-moi un peu dans cette histoire parce que je sais qu'il était conseiller stratégique, n'est-ce pas? Oui. Dans sa façon de faire, il a une large manœuvre à convaincre, n'est-ce pas, les investisseurs. Oui. Bon, peut-être il a joué ces jeux-là pour chercher à convaincre les investisseurs. Mais l'image des investisseurs était animée des mauvais esprits, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ça réellement qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que les pratiques qui se font au niveau de la présidence de la République. C'est que nous avons déjà dit à son temps-là. Vous savez que la présidence est comme qui on commence à chercher le marché par-ci par-là, pour que nous avons dénoncé ça à son temps. Nous avons dit. Mais pour maintenant montrer en face de la nation que ce que Fayoulou dit pas en vain, il parle avec raison. Et aujourd'hui, voilà ce qui se vit aux yeux de tout le monde. N'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, nous reprochons Vidi. Vous savez ce qui se font ou combien déjà des investisseurs mafieuses, n'est-ce pas? Oui. Qui sont déjà là, qui ont déjà obtenu les documents d'exploitation. Vous le savez? Donc, ce sont des pratiques que nous condamnons. Et nous disons, comment, Monsieur Kabound, n'est-ce pas? Kabound, on donne Kabound raison. C'est ce que Kabound avait dit, qu'il y a la jouissance, il y a des choses qui se font là, au niveau de la présidence, c'est des institutions qui ne sont pas à l'avantage de notre peuple. On donne Kabound raison, n'est-ce pas? L'arrestation de Vidi. Moi je dis,
c'est pour flouer encore notre peuple, pour étouffer cette question. On va faire comme on avait fait avec Vital Kamerhe, les 100 jours de M. Félix Antoine Tshisekedi, avec cette histoire des maisons préfaites. Les maisons préfabriquées. Préfabriquées, oui. c'est des sortes de temps. Ok. Le détournement, on avait pris le micro. Kamerhe, on l'a mis en prison et après, c'est lui-même, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a justifié Kamerhe, lui-même honnête, qui va diriger ces pays, et ainsi de suite. Il a lavé. C'est les mêmes qu'on va faire avec M. Vidi Chimanga. Pour distraire les gens et ça passe. Monsieur Michel Mangala, ça a été avec un réel plaisir de vous avoir sur ce beau plateau de Royal Télévision avec l'émission Destin en main. Merci. Et j'aimerais vous donner 2 minutes, si vous voulez conclure, en émettant votre dernier mot pour cette émission. Et s'il y a aussi quelques mots que vous pourriez aussi ajouter au cours de l'émission qu'on n'a pas pu aborder, les champs vous est accordé. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Vous m'avez donné le temps pour s'exprimer, mais à des fois, vous cherchez à me... Mais ça va, j'ai aimé l'émission et je souhaite bon vent à l'émission et j'appelle notre peuple de ne pas rester silencieux. Nous devons rester éveillés parce que le pays va mal. On a des dirigeants, on ne sait pas s'ils s'occupent, si réellement ils pensent aux problèmes des Congolais. La situation est grave. C'est à nous Congolais, de sauver notre République, notre pays, notre nation contre le velléité d'une partie de l'Occident, le velléité de nos ennemis, le velléité des pays de l'Est qui cherchent en tout prix prendre nos minéraux, balkaniser notre peuple. Si nous sommes unis, on va sauver notre peuple. Restons unis, restons ensemble, qu'on ne nous divise pas. Merci beaucoup. Restez unis, cela a été le dernier mot de notre invité de ce jour, M. Michel Mangala. Je rappelle ici, il est président de l'éveil populaire, en même temps communicateur de la Mouka. Moi, sans plus tarder, je remercie encore une fois de plus le pasteur Dieu Merci Mutombo pour cette confiance. Regardez que le plateau est tellement enrichi. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo s'est fait entendre de partout et de partout. Je remercie également aussi mon équipe technique qui a été là avec moi au Forum Moulin, Papa JC, pourquoi pas Papa Jérémy, à l'assistance. Moi, la seule chose que j'aimerais laisser pour ce peuple congolais, à travers ces mots de M. Thomas Hobbes, c'est un écrivain qui a dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, c'est cela. Les discours de M. Antonio Guterres, ça montre à suffisance combien la RDC ne peut jamais se plaindre à ce titre, mais il devra au moins se prendre en charge. Nous devons nous unifier à l'intérieur et pour sauvegarder les acquis de notre pays. M. Fayoulou, je le rappelle, il a si bien dit, je reste ouvert, même pour me rencontrer avec M. Félix Tshisekedi. Ce sera toujours un plaisir pour le bien-être du peuple congolais. Et pourquoi pas rencontrer M. Joseph Kabila, notre ancien chef de l'État, comme ça s'est fait aux États-Unis d'Amérique. Les anciens chefs de l'État ont ce statut-là d'être consultés par le président en exercice. C'est avec ces mots que je vous laisse. À nous revoir très prochainement. Bienvenue.